Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passait dans le cabinet d'une sage-femme? Au-delà des examens et des actes médicaux, le cabinet d'une sage-femme est un lieu de confidence. Ces quatre murs sont comme une boîte dans laquelle on peut déposer avec confiance ses questionnements, ses interrogations, ses espoirs, ses joies, ses peines. C'est un lieu où parfois le temps s'arrête et on est juste là à parler. Je suis Charline, je suis sage-femme depuis bientôt 8 ans et j'ai fait mon premier stage il y a 12 ans, à la fin de ma première année de médecine, quand j'ai eu le concours sage-femme. 12 ans, vous imaginez ? 12 ans que j'ai la chance de voir mes patients dans des moments de vérité comme on en voit peu. Je vois la vie, la vraie, sous mes yeux et j'ai énormément de gratitude pour cela. Les sages-femmes sont souvent qualifiées de bienveillantes et je pense que c'est parce qu'on est à l'écoute des femmes, on écoute nos patients et quand on écoute vraiment les gens, eh bien ça rend humble. Mais comme je suis soumise au secret médical, et c'est très bien ainsi, je ne peux pas vous partager ce que je vis dans la chaleur de mon cabinet. Mais si vous saviez comme ma place est privilégiée. Alors j'ai décidé de laisser les personnes concernées vous raconter. Dans ce podcast, vous entendrez des histoires de vie sous le prisme des cycles. J'accompagne des vies, de la puberté à passer la ménopause, des femmes, des hommes, des humains en somme, qui viennent toujours me voir par rapport à un événement lié au cycle menstruel. Contraception, SPM, grossesse, ménopause et j'en passe. Mais généralement, nos conversations vont bien au-delà de ce sujet. Alors, voilà pourquoi, ici, on va pouvoir entendre de vraies histoires. Des true stories. Bienvenue dans Menstru Story. L'autopalpation mammaire, pour Cynthia, ça a toujours été un rituel. Tous les mois, elle vérifie que tout est normal, notamment depuis qu'elle a perdu malheureusement une personne chère emportée par un cancer du sein. Cette autopalpation mensuelle, ce réflexe, lui a permis de détecter qu'un jour, pour elle non plus, ce n'était pas normal. À peine âgée de 31 ans, en vacances, Cynthia détecte une masse anormale. C'est ce jour-là que sa vie bascule. C'est ce jour-là que commence son histoire avec le cancer du sein. Face à la maladie, aux opérations, aux multiples complications, Cynthia est restée la femme d'action qu'elle a toujours été. Tellement dans l'action que les répercussions psychologiques n'ont ressurgi que plusieurs années plus tard lorsque le monde s'est arrêté. Et Cynthia aussi en 2020. Aujourd'hui, Cynthia va bien et elle vient nous raconter comment elle a fait face à un cancer du sein, comment elle a vécu l'ablation d'un sein et la reconstruction de ce dernier, comment elle a vécu la chimio, la chute de cheveux et tout ce qui accompagne un cancer. Une chose est sûre, c'est que cette maladie n'a pas enlevé à Cynthia sa joie de vivre et vous aurez l'occasion de l'entendre pendant cet épisode. Mais peut-être que vous le savez déjà, car Cynthia, vous l'avez peut-être vu dans votre téléphone sur le compte Instagram by Cynthia K, cette personne avec un grand sourire qui vous dispense au quotidien des conseils bien-être pour justement garder la santé. Alors si après cette écoute, vous avez envie de plonger encore plus dans les mots de Cynthia, eh bien vous pourrez découvrir son livre qui sort le 25 octobre aux maisons Hachette, le guide du cancer du sein pour les débutants et leurs proches. Et bien évidemment, je vous mettrai le lien en description. Cet épisode sort au début d'Octobre Rose, le mois de prévention pour le cancer du sein. Mais n'oubliez pas que ce cancer n'attend pas octobre pour ressurgir. Et c'est bien ce que Cynthia vient nous raconter. Alors merci à Cynthia pour sa confiance et merci à Cynthia d'ouvrir les consciences. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Cynthia. Bonjour Charlie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'accueillir ici, c'est très gentil. Avec grand plaisir. Écoute, je te l'ai dit tout à l'heure en off, la première question que j'aime poser à mes invités, j'ai déjà répondu à la première, mais qui sait, peut-être que c'est un pseudo. Est-ce que tu peux, pour les personnes qui nous écoutent ou nous regardent, nous donner ton prénom, ton pronom et 3 mots qui te qualifient? Oui, alors je suis Cynthia, je vais par le prénom Elle, je sais pas comment on dit, c'est la première fois que je le dis. C'est très bien. Et 3 mots qui me qualifient, alors je dirais déterminée, anxieuse et rigolote. Ok. Je suis stressée, mais ça me fait marrer. Oui, non, mais c'est un peu ça, c'est un peu je ris de moi-même parce que sinon après c'est trop d'anxiété. Pour commencer à faire connaissance, donc pour rappel, le but de cette invitation, c'est qu'on parle de toi aujourd'hui. Tu es le sujet du jour et le but de ce podcast, c'est de donner la parole
à des femmes, selon ce qu'elles vivent, à travers leur vie des femmes. Et j'aime aborder ça sous le prisme des règles parce que je trouve que ça fait ressortir pas mal finalement d'événements assez marquants de la vie de beaucoup de monde, de la moitié de la population. Et du coup, j'ai envie de te demander, et alors juste tout de suite avant de poser les questions, sache que donc on fait comme une conversation, même si on enregistre et même si je peux couper, tu peux très bien me dire si tu n'as pas envie de répondre à une question. D'accord. Sens-toi libre. Ok. Normalement, il n'y a pas de question de dingue, mais juste, sens-toi libre de dire, j'ai pas envie de répondre. Et du coup, est-ce que tu veux bien commencer par me dire, est-ce que tu te souviens de quand tu as eu tes premières règles? Tout à fait. Quel âge t'avais? Comment ça s'est passé? C'est marrant, j'en ai reparlé la semaine dernière parce que j'ai une amie, on pense que sa fille va bientôt avoir ses règles, elle a 10 ans. Et moi, j'ai eu mes règles à 10 ans et demi. Et je m'en souviens. C'est 6e, exactement. J'étais la première semaine de la 6e, pour être exact. Et je ne savais pas du tout ce que c'était. Et ma mère n'en parle pas, en fait. Je pense que c'est même pas culturel, c'est juste comme ça, dans n'importe quelle ethnie, pays, origine. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit ma mère m'a préparé aux règles. Et j'ai eu mes règles un jour comme ça et j'ai commencé à vraiment avoir peur et j'ai crié il y a du sang dans ma culotte, il y a du sang dans ma culotte. T'étais chez toi? J'étais chez moi et il y a ma grande sœur qui a 3 ans de plus que moi qui est arrivée pour me dire c'est normal, t'inquiète pas, c'est des règles. Tu prends une serviette, tu la mets, il y a 2 côtés, il y a un côté qui colle, il y a un côté qui colle pas. Tu mets le côté qui colle sur ta culotte et le côté qui colle pas, ça va absorber. Donc ça, c'est dans la... c'est théorique. De manière très pragmatique. Voilà, très pragmatique et très théorique. Sauf que première fois que j'avais des règles, je savais pas qu'il fallait que je change le truc. C'est que j'ai eu le même truc. Ma sœur de 3 ans, mon aînée, le jour où j'ai eu mes règles, le lendemain, je pars à l'école, elle me dit « T'as bien pris de quoi te changer ?» Et du coup, je me dis « Bah, je fais pas sport, tu vois. » Et pareil, je savais pas qu'il fallait changer. Ouais. Et du coup, t'as eu le même truc? Et ouais, j'ai eu le même truc. Je savais pas qu'il fallait changer et je savais pas qu'il fallait pas s'habiller en blanc. Ah putain, mais incroyable. Voilà. Je m'en souviendrai toute ma vie. Me dis pas qu'il était en velours. Non, c'était un espèce de pantalon en coton blanc. C'était blanc et c'était un peu Vichy, tu vois. Ah oui, mais toi, c'était la rentrée. Ouais, c'était la rentrée. Ouais. C'était bleu ciel et blanc et la même semaine, j'avais piscine. Donc je pense que j'ai tout qui s'est tartiné et malheureusement j'avais un prof homme qui a pas du tout été comme à l'époque hein. Déjà aujourd'hui c'est terrible donc il y a 20 ans encore plus et du coup je lui dis oui excusez-moi je vais pas pouvoir faire natation parce que j'ai mes règles et il dit parce que t'as quoi? Je dis parce que j'ai mes règles. Il dit non, il parle plus fort, je n'entends pas. Mais non. Et du coup, j'ai crié parce que j'ai mes règles. Et je suis partie en courant. En fait, j'arrive, mais je suis gênée. C'est ça. Et j'ai raconté cette histoire la semaine dernière à des amis hommes qui ont des enfants maintenant et qui sont pratiquement toutes des filles. Et je leur dis, mais vous vous rendez compte, il faut préparer vos filles, en fait, parce que c'est extrêmement... moi, je m'en souviens comme si c'était hier, je me souviens de la piscine, je me souviens de ce que je portais, je me souviens quel âge j'avais, je me souviens que quand je suis partie de la piscine, du coup, comme je ne savais pas qu'il fallait que je me change et que j'avais ce pantalon blanc et bleu Vichy, j'avais du sang partout, qui coulait partout. Donc, il y a une fille qui est venue qui m'a dit, ah, t'as du sang et tout. Donc, voilà, t-shirt, pull autour de la taille. Et ça a été mon premier rapport aux règles. Et c'est aussi avec les années que j'ai découvert que j'avais des règles quand même qui étaient très abondantes. Donc, franchement, la galère totale. Et c'est resté une galère ou est-ce que juste du coup c'est resté des ennemis ces règles ou est-ce que t'as fini par te dire bon bah soit ok on m'avait pas prévenu mais maintenant Non franchement je pense que je disais ça à mon copain la semaine dernière, j'ai dit c'est marrant. Les règles, c'est le truc qui revient tous les mois et tous les mois, j'oublie que c'est la galère, en fait. C'est vrai, c'est vraiment ça. Ça arrive et en fait, c'est la galère. J'ai toujours des règles abondantes, qui ont changé parce que j'ai vécu, des événements de vie. J'ai eu un cancer du sein, j'ai été ménopausée pendant mon cancer, j'ai eu de la conservation des ovocytes, j'ai fait j'ai eu un avortement, j'ai fait une fausse couche. Tu viens de nous faire un sommaire. Voilà. J'ai un petit sommaire, mais du coup, pour dire que ça a vraiment impacté ma vie de femme menstruée. Et du coup, avec des règles un peu différentes, mais toujours abondantes.
Et en fait, tous les mois, c'est la galère en me disant est-ce que j'ai une tâche, est-ce que je dors limite, je suis en train de me tourner, oula, qu'est-ce qui se passe, faut que je saute, je vais aux toilettes. Et en fait, c'est vraiment pas agréable, quoi. C'est toujours en toile de fond. Et c'est vrai que quand tu dis, là, j'ai eu d'un coup une question quand tu m'as dit quand je tourne, enfin, limite, ouais, ça peut parfois te réveiller parce que tu te dis, punaise, est-ce que, pareil, t'es pas obligé de répondre à cette question, c'est peut-être trop perso, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'empêcher de dormir chez quelqu'un, que ce soit un partenaire ou que ce soit même des potes, à cause de tes règles, de peur de tâcher? Complètement. Ouais, tu vois. Complètement, parce que je pensais, enfin, je me disais, soit je vais tâcher, soit je vais devoir changer même ma serviette ou mon tampon et je saurais pas où le jeter. Enfin, vraiment des trucs stupides comme ça où les hommes n'auront jamais cette idée qu'on doit vraiment tout calculer de ce côté-là et du coup, ouais, tu t'empêches de faire certaines choses et vraiment, là, je vais avoir 38 ans cette année, je parle de mon âge. Désolée. Non, alors, s'excuse parce que j'ai dit, tu verras, je te pose pas plein de questions au début pour te présenter parce que je sais que ça va venir au fur et à mesure et que je laisse les gens se faire une idée. Mais t'inquiète, quand tu as dit, mes règles depuis, il y a 20 ans, machin. 20 ans. Mais je vais avoir. Ne sois pas désolée de donner ton âge, Cynthia. Je vais avoir 38 ans cette année et depuis 1 an, mes règles sont de plus en plus douloureuses. Ok. Je n'ai jamais eu de règles douloureuses de ma vie. Okay. C'est-à-dire que j'avais toujours entendu et vu des amis qui avaient vraiment des règles à se tordre, à pas pouvoir aller au travail, à l'école, au collège, des choses comme ça. Moi, j'ai jamais vécu ça, même si j'avais des règles abondantes. Je me disais, c'est abondant, mais je me plains pas parce que c'est relativement sans douleur. Enfin, j'ai vraiment jamais eu de douleur, mis à part des petites crampes en bas du dos. Mais depuis 1 an, j'ai mal. Ouais. C'est-à-dire que j'ai même pas envie de tirer mon chapeau parce que non, en fait, mais les femmes qui ont de l'endométriose, je suis en admiration ou je ne sais même pas quoi dire parce que c'est horrible et ça fait mal, en fait. Bah oui. Et ça fait très mal. Non, mais ouais. Et quand j'étais à Bali, là, il y a 1 mois et demi, j'ai eu mes règles et j'étais littéralement par terre. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est pas normal. Et je suis rentrée, j'ai vu ma gynéco, elle m'a dit, non, c'est normal. Des fois, voilà, le corps, il change. Je vais avoir 38 ans. C'est avec aussi j'ai été sous hormonothérapie. Donc ça aussi, ça a fait changer mon cycle et tout ça. C'est juste, c'est des fluctuations hormonales du corps, mais du coup, des douleurs depuis 1 an, où je me dis, mais en fait, si c'est comme ça, en fait, que je fasse des enfants maintenant et que je me fasse enlever l'utérus et qu'on n'en parle plus. Ah, mais vraiment, parce que psychologiquement, c'est très difficile. Après, j'ai la chance, par contre, et ça, c'est un truc peu importe les problèmes gynécologiques que j'ai pu avoir avec la maladie et tout, c'est-à-dire que mes règles ont toujours été régulières. J'ai jamais eu un moment où je sais qu'en fait mes règles, ça va 3 jours avant les règles du mois précédent. Ouais, ok. Ce jour-là, je vais avoir mes règles. S'il y a pas des règles ce jour-là, au bout d'1 jour, je peux commencer à paniquer. Mais vraiment, j'ai jamais eu de problème d'irrégularité et même après mon cancer, j'ai été ménopausée 4 mois du coup pendant mon cancer, donc de janvier à avril pendant les chimios, et puis après en avril j'ai arrêté les chimios. Et ils me disent oui, ça reprend jusqu'à 1 an, machin. Non, le mois d'après. Nous on attendait derrière la porte. Le mois d'après, elles sont revenues. Incroyable. Et même quand j'ai fait la conservation des ovocytes, ils me disent ça peut déréguler. Vous pouvez avoir vos règles qui reviennent dans 1 semaine. Dans 1 semaine, les règles elles sont revenues. Et ça a toujours des bonnes élèves comme ça. Voilà, des bonnes abondantes, mais bonnes élèves. Voilà, exactement. Donc je me dis même dans cette angoisse d'avoir des règles très abondantes, au moins avec mon corps, ça va. Oui, et du coup, tu peux pallier, trouver des stratégies, bien prendre tout ce qu'il faut, tout ce qui te convient. Exactement. Et est-ce que, je sais pas, quand tu t'es rendu compte en parlant avec des amis, avec ta famille, que tes règles avaient l'air plus abondantes que d'autres personnes, et est-ce que, par exemple, ça a motivé les premières consultations gynéco ou pas du tout. Alors, dans ma famille, on a toutes des règles très abondantes, toutes des histoires de fibromes aussi. Dans
ma grande sœur qui est juste au-dessus de moi, celle qui a 3 ans de plus que moi, qui m'a expliqué pour les serviettes hygiéniques, elle a eu des enfants tôt, donc ils disent que comme elle a eu des enfants tôt, elle a peut-être moins de fibromes. Mais j'ai une autre grande sœur qui, elle a pas d'enfants et qui a 44 ans. Elle a beaucoup de fibromes et du coup des règles très abondantes. Ma mère a eu une hystérectomie parce qu'elle avait aussi des règles très abondantes et pratiquement toutes mes amies ont toutes des règles très abondantes. Je crois que je dois en avoir 2 qui ont des règles qui me disent non, c'est infime, mais du coup elles sont de l'autre côté du spectre, pas que leurs règles soient mieux, en fait c'est juste que elle panique justement parce que leurs règles sont très peu abondantes. Voilà, et du coup ça n'a jamais été quelque chose de collectif en fait dans on va aller chez le gynéco pour prendre la pilule, pour en parler, pour machin. Non. Moi, ma première consultation gynécologique, c'est parce que j'avais 18 ans et que j'ai découvert que j'étais enceinte. Donc, voilà, c'est la première fois que j'allais chez le gynéco. Ok. Voilà. Et du coup, 18 ans, tu sais pas, on ne parle pas, en fait, de sexualité ou de gynécologie. Et, du coup, t'arrives, tu te dis, bon, oui, j'ai mes règles depuis que j'ai 10 ans, de toute façon, je suis enceinte, donc vous doutez bien que j'ai mes règles. Et en fait, c'est comme ça, en fait, qu'a commencé mon parcours gynécologique. Mais avant de tomber enceinte, j'étais jamais allée chez gynéco. Et ouais. T'as découvert que t'étais enceinte sur un retard de règles? Ouais, exactement. Je me disais, c'est toujours réglé, et là, c'était pas réglé, et ça faisait 3 ans que j'étais avec mon copain, voilà, ça se passait bien, mais en fait, on se protégeait, mais parfois non, parfois oui. Je prenais pas la pilule du coup parce que je savais pas ce que c'était en fait en rétrospective. Tu mesurais pas le risque de parfois on se protège pas. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est là qu'en fait, quand je suis tombée dans le circuit gynécologique, on va dire ça comme ça, et du coup après ça, j'ai commencé à prendre la pilule, à me protéger, des choses comme ça. Mais sinon, j'en avais aucune idée. Et c'est après quand j'ai eu mon cancer du sein que là, par contre, j'ai vraiment, je pense, intégré, au-delà de prendre la pilule, l'impact des accompagnants en gynécologie dans une vie de femme. Dans un parcours de vie. Ouais. Et du coup, cette grossesse, t'as décidé de la garder? J'ai arrêté. J'avais 18 ans, j'étais en train de réviser pour mon bac. D'ailleurs, j'avais passé mon bac. J'ai dit, en fait, non, ça va pas être possible. Je savais pas du tout... c'était pas du tout quelque chose qui était dans mon parcours de vie, et du coup j'ai arrêté. Ça s'est bien passé, relativement bien passé. C'était une anesthésie générale, un personnel qui était très bien, sympathique de ce que je me souvienne. Voilà, j'étais entourée, et puis après j'ai pas vraiment repensé aussi, quoi. C'était fait, et après règle normale. T'en as parlé à ta famille de cette interruption? Pas du tout. Je pense que ma mère le découvrira quand elle... mais je sais qu'elle savait déjà. Elle savait déjà, ouais. Elle voit tout, elle sait tout de toute façon. Elle s'est dit, mais non, pourquoi que... Non, c'est pas vrai. Je pense qu'on en a pas parlé, mais elle le savait parce que quand j'ai eu un rendez-vous pour mon cancer, je venais avec ma mère ou avec quelqu'un de ma famille, et puis là, ce jour-là, j'étais avec ma mère, et puis il demande des antécédents et tout ça. Et oui, et puis ma mère, elle est assise à côté, et donc, déjà des grossesses. Déjà avorté, j'ai dit, oui, une fois. Pas osé me retourner, ma mère a bien entendu. Donc oui, du coup, oui, elle est au courant. Oui, c'est très intéressant d'ailleurs, oui, de choisir une bonne personne de confiance pour emmener à ces rendez-vous gynécologiques. On n'y pense pas à ces choses-là, mais ça change beaucoup de choses. Ouais. Mais franchement, je suis en train de réfléchir, tu vois, les personnes que j'ai déjà interviewées dans le podcast. Mais c'est j'allais dire un bon reflet de la société. Je sais plus combien de personnes m'ont parlé d'interruption volontaire de grossesse. Mais tu vois, on sait qu'une femme sur 3 passera, est passée ou passera par cette décision-là, tout en sachant que du coup, comme il y a des personnes qui gardent des grossesses non désirées, et ça ne remplit pas toutes les grossesses non désirées. Exactement. Donc il y a encore bien plus de femmes qui ont des grossesses non désirées. Et là, tu vois, je me dis en quelques épisodes, le fait qu'on en parle déjà autant, je me dis que c'est vraiment un bon reflet, parce qu'en fait, on a l'impression, quand moi j'en parle sur les réseaux, qu'en fait c'est très anecdotique, alors qu'en fait, effectivement, c'est clairement pas du tout anecdotique. C'est pas du tout anecdotique. Ouais. Pas du tout anecdotique. Moi, je pense que 90% des personnes que je fréquente sont déjà passées par là, et donc ça fait partie concrètement de notre réalité. Du parcours de vie. Mais c'est ça. Et tu as eu un cancer du sein, tu l'as dit? J'ai eu un cancer du sein à peine 30 ans.
C'est toi qui t'en es rendu compte que tu avais un truc et t'es allé vérifier? C'était au décours d'une consultation? Alors non, c'est moi qui m'en suis rendu compte. J'ai consulté 3 mois avant, mais j'ai eu une palpation, mais qui n'a rien montré. Moi, je m'autopalpais tous les mois, toute seule. Je le fais depuis que j'ai 16 ans. C'est un geste que je fais pour le coup, où j'ai été très consciente parce que j'ai la meilleure amie de ma mère qui est décédée d'un cancer du sein. Ça a été très violent, c'était à l'époque, c'était en 2001, il me semble. Donc voilà, c'était il y a pas mal de temps. Elle a eu une mastectomie, elle a fait de la chimiothérapie, ça s'est dégradé extrêmement vite et je pense que ça m'a littéralement traumatisée. C'est même pas que ça m'a marqué, je pense que ça m'a vraiment traumatisée. Parce que j'ai vu la déchéance d'une femme qui s'habillait, qui prenait soin d'elle et qui vraiment tombait dans la maladie. Voilà, de la maladie jusqu'au décès. Et en fait, je pense que j'ai toujours du coup involontairement eu ce réflexe de m'autopalper. Et du coup, c'est devenu tellement un réflexe que dans les vidéos que je fais sur Insta ou sur les réseaux, je dis toujours hey, c'est 1 fois par mois pendant 5 minutes minimum 3 jours après règle. Sauf que moi, en fait, je crois que je le fais à chaque fois que je suis allongée, à chaque fois que je suis sous la douche. C'est vraiment devenu un réflexe, exactement. Et quand je l'ai fait, là, j'étais à Lille, d'ailleurs, j'étais en vacances, et j'étais sous la douche, et puis je suis là en train de chanter, et puis je fais cac. Je me dis, oula, donc. Il y a un truc qui sort de la normale. Ouais, je me dis, c'est dur quand même. Je regarde de côté et tout. Je me dis, ok, je dis rien, et c'était le week-end du 15 août. Donc un week-end férié et je me dis bon je vais prendre rendez-vous avec un gynéco de remplacement parce qu'en plus je crois que j'avais pas de gynéco attitré, on va dire ça comme ça. Et du coup j'ai trouvé un gynéco sur Doctolib qui était dispo pas là tout de suite. T'étais encore en vacances? J'étais à Lille et du coup on faisait le week-end avec ma sœur, les enfants et on revenait le lundi donc j'ai pris rendez-vous pour le mardi quoi. Enfin vraiment par contre je perds pas de temps. De la façon ma sœur m'a expliqué tu mets la serviette, tu fais comme ça, je prends le téléphone, j'appelle le gynéco et j'y vais tu vois. Et du coup c'est quelque chose qui est très fréquent du coup dans les histoires que j'entends de toutes les personnes à qui je parle aujourd'hui où on te prend pas au sérieux parce que t'as à peine 30 ans, t'as aucune histoire familiale de cancer, mais vous inquiétez pas, ça doit être des nodules, c'est bénin. Et moi j'avais cette certitude qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que même si c'était bénin, il fallait que ce soit qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait une échographie, qu'il y ait une mammographie, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Du coup, j'ai insisté, et là, il a fait l'échographie, et du coup, à l'échographie, il y a eu les microcalcifications. Il l'a fait lui-même dans le cabinet. Ah, ok. Il avait cette compétence. Voilà, exactement. Il l'a fait dans le cabinet, donc apparemment, oui, tout le monde n'a pas une échographie. Non, effectivement, et ni comment dire. Il n'a pas forcément de quoi faire des échos ou parfois il préfère avoir un œil extérieur mais effectivement du coup t'as pris ton rendez-vous et t'as annoncé tout de suite qu'il fallait explorer. Ouais, exactement. Quand il a vu les microcalcifications, il a dit ah oui en effet il y a quelque chose et après c'est parcours de soins où je suis rentrée dans les microbiopsies, macrobiopsies, mammographie et là en fait, dans tout le parcours, à chaque fois, ça a été « Ah, mais pourquoi vous êtes là? Vous attendez quelqu'un » Je dis « Non, je viens pour moi. » Ah, mais vous avez juste 30 ans. Voilà, c'est ça. Ah, vous avez juste 30 ans. Ah, c'est pour vous. Non, mais vous inquiétez pas, on va juste faire la mammo parce qu'ils m'ont donné une mammo 3D, latérale, machin. Je dis « Ça sert à rien, on va juste faire de face et tout. » Je dis « Ok. » Et puis, ils font la mammo et puis là, j'attends 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et là, il y a le docteur qui arrive, il dit « Finalement, on va reprendre des clichés en latéral et tout. » Je me dis bon, il y a quelque chose et puis après ça a mis environ 1 mois les résultats arrivaient, enfin 2 semaines et 2 semaines entre d'abord la mammo et après les microbiopsies et tout et après un cancer du sein hormonodépendant, HER2 positif. Comment t'as vécu et quand ton gynéco a fait l'écho et un peu ce délai d'attente? Alors l'attente, je l'ai bien vécu dans le sens où avant je travaillais dans l'événementiel, du coup j'étais tout le temps occupée, tout le temps à courir à gauche à droite et du coup j'étais sur un gros événement ce jour-là et en tout cas le jour où j'ai eu mon annonce et le temps d'attente et du coup je me suis occupée en fait, j'en avais parlé à ma sœur entre-temps
et à des amis avec qui, parce que c'était le week-end du 15 août, donc ouais, j'ai eu mon annonce le 14 septembre, donc c'était vraiment un mois. Et du coup, il y avait des petites vacances, donc je partais avec mes amis, j'en avais parlé à 2 amis, et je me dis bon si ça va arriver, voilà, ça arrive, mais bon, je sais que l'attente, elle est terrible, c'est terrible, hein, mais je dis aux gens, il faut vraiment s'occuper, il faut changer les idées, il faut faire le maximum de choses qu'on a remis au lendemain. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, et puis après, j'ai eu mon annonce par email. Ok. Voilà. C'est du coup, t'étais seule chez toi Non, j'étais en train de travailler sur le toit du BHV, j'organisais un gros événement. Ok. J'ai lu mes emails, et je vois... tout est bénin, vous inquiétez pas. C'est un adénofibrome, un petit adénofibrome et tout. Et je sais pas pourquoi j'ai dit merci beaucoup, sein gauche, sein droit, du coup tout va bien. Est-ce qu'il y a des autres choses que je dois faire, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Et le lendemain, il me renvoie un mail. Désolé, je n'avais pas ouvert tous mes courriers. C'est pas bon. Il faut que vous veniez tout de suite au cabinet pour une prise en charge. Oh. Ouais. Waouh. Et entre-temps, j'avais appelé ma sœur pour lui dire c'est bon, j'ai pas le cancer et tout. Et du coup, je dois rappeler ma sœur, et le lendemain, j'étais toujours sur ce toit d'ailleurs. Sacré événement. Et j'ai dû rappeler ma sœur pour lui dire non, il s'est trompé, c'est pas bon quoi. Et du coup, comme j'étais encore en train de préparer cet événement, et qui était filmé par M6 en plus à l'époque, du coup, j'étais branchée, j'avais des micros. Donc je pouvais pas vraiment pleurer, faire quoi que ce soit. J'étais là, il y a 18h, je sais pas, il devait y avoir 1500 personnes qui venaient sur rue de Rivoli, on avait tout bloqué et tout. Donc je pouvais rien faire en tout cas moi, je me suis pas autorisée à lâcher le truc, à partir, à faire quoi que ce soit. Je suis restée, j'ai fait mon truc, j'étais branchée, ils ont filmé, j'ai fait mon événement, tout s'est très bien passé. J'ai fait la fête, 1h du matin, j'ai dit c'est bon, c'est fini, vous avez ok, bon, c'est cool, on débranche, bam, et je suis rentrée, je suis plus retournée au travail. Voilà. Et c'est comme ça qu'a commencé, et je dis toujours que mon parcours de soins, je dis toujours que quand on se fait annoncer un cancer, le parcours de soins, en fait, débute quand on commence les examens. Alors que quelqu'un qui, les résultats sont négatifs, il y pensera comme un petit moment de sa vie. Moi, le parcours de soins, il a commencé à ce moment-là, et à partir du moment où j'ai eu déjà un gynéco qui était pas vraiment à l'écoute, et des personnes qui me disaient vous êtes jeune, et après quand j'arrive on m'envoie un email, en fait ça a donné le ton un peu de tout le reste de mon parcours de soins. Et après c'est peut-être le serpent qui se mord la queue, mais pour moi ça a été vraiment où j'étais très sur la défensive en fait. Dès qu'on me posait des questions, dès que je pouvais pas faire confiance, j'ai cherché 4 différents hôpitaux où être suivi pour les chirurgiens, j'ai fait 7 interviews de chirurgiens, enfin j'étais vraiment tout le temps sur la défensive. Ma mère elle me disait mais de toute façon il faut que tu sois aujourd'hui et patient et infirmier et docteur, c'est toi qui connais ton corps machin. Et du coup autant t'es malade, mais autant tu te dis tout le monde est là pour t'avoir, il y a un truc quoi. Et j'étais vraiment pas dans la confiance du système médical. Et après dans pratiquement chacune des étapes que j'ai eues dans mon cancer, il y a eu un problème. Il y a eu soit une complication, soit une infection, soit j'ai pas envie de dire maltraitance, mais en tout cas un moment en tout cas dans une consultation où j'étais pas à l'aise, où clairement il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais t'es malade, t'as besoin en fait. Et du coup pendant tout mon parcours jusqu'à parce qu'on m'a mis une prothèse aussi, ma mère, pour faire j'ai une mastectomie reconstruction. Je vais rembobiner avant qu'on parle de la prothèse. Je te coupe. Vas-y. Donc, t'as cherché différents. Déjà, est-ce que tu peux expliquer du coup le type de cancer que t'as eu, ce qu'il a? Oui. Alors, j'ai eu un cancer hormonodépendant de grade 2, HER2 positif. C'est-à-dire que c'est un cancer qui est hormonal et où mes oestrogènes, en fait, mon taux d'œstrogène va nourrir les cellules cancéreuses. Et du coup, j'ai pas ils font la recherche génétique quand on est jeune. J'ai pas du tout de gène du cancer. Donc, c'est la plupart des cancers d'aujourd'hui, c'est les cancers environnementaux, en fait.
Et c'est les sujets que j'aborde du coup sur mes réseaux sociaux, parce que aujourd'hui, la plupart des cancers malheureusement ne sont pas génétiques. Et du coup, c'est ce cancer que j'ai eu, donc un cancer qui répond très favorablement à tous les perturbateurs endocriniens. Malheureusement, voilà. Et du coup, ça veut dire que idéalement pour le traiter, c'est de la chimiothérapie, parce que j'ai aussi un ganglion, mon ganglion axillaire, donc qui est le ganglion principal, qui a été touché. Les autres non, heureusement. Mais du coup, j'ai eu de la chimiothérapie, de la radiothérapie, une mastectomie parce que mon sein était vraiment trop pris. C'est un cancer canalaire infiltrant, donc c'est-à-dire que les canaux comment on appelle ça quand on donne le sein là, lactifère. Exactement, les canaux lactifères étaient déjà pris. On peut pas sauver le téton, on peut pas sauver le sein. Mieux vaut enlever le sein. Et du coup, j'ai une mastectomie du sein droit. Le sein gauche allait très bien et il n'y avait pas de raison de penser qu'on avait besoin de faire quelque chose. Et après, j'ai eu une reconstruction immédiate dans ma même opération de mastectomie, avec une prothèse du coup. Est-ce que quand on t'annonce ça, du coup le cancer, est-ce qu'on t'a parlé dans quelle mesure ça pouvait être soigné? Est-ce que tu leur faisais confiance? Et est-ce que tu as vu la meilleure amie de ta mère, de ta tante? Enfin, est-ce que tu as fait un espèce de parallèle? Est-ce que... Non, alors moi, j'ai pas fait de parallèle avec ma tata Madou, elle s'appelle Madeleine. J'ai pas fait de parallèle parce que j'avais quand même la conscience qu'il y a beaucoup d'années qui se sont passées et que la science s'est améliorée. J'ai des amis qui m'ont dit « Ah, je connais quelqu'un qui a eu un cancer, donc si tu veux, tu peux lui parler. » En revanche, j'avais pas du tout confiance dans le corps médical. Et j'étais toujours, en plus, après avoir vu ma tata, moi j'étais toujours, un jour si j'ai un cancer, jamais je vais prendre la chimiothérapie, je sais qu'ils c'est un peu complotiste, tu vois. Je sais qu'ils essayent de nous tuer et machin et tout. Quand on m'a proposé la chimio, j'ai dit oui, quel bras je vous donne en fait, parce que on va se débarrasser de ça tout de suite. Du coup, voilà, il y a vraiment une différence entre... Il y a vraiment une différence. C'est possible que vous entendiez des gens derrière, mais t'inquiète, te coupe pas, vous êtes avec nous dans l'environnement, sauf si toi ça te déconcentre. Non, moi ça va. Ça marche. J'ai vraiment, il y a une différence en fait entre ce qu'on pense qu'on va faire et ce qu'on fait quand on est devant le fait accompli. Oui. Et par contre, ils expliquaient très bien, parce que comme je t'ai dit, j'ai vu plusieurs hôpitaux. Je suis allée à Versailles, à l'IGR, Gustave Roussy, à René Guenin, à Curie, dans le 80. Enfin, j'ai vraiment fait les APHP, j'ai fait le privé, j'ai demandé à tout le monde. Du coup, tu seras un TripAdvisor de Paris. Mais du coup, voilà, je savais, c'était 3 plans de traitement sur 4 étaient le même. Okay. Mastectomie immédiate, reconstruction et chimiothérapie, radiothérapie. Il y avait juste un plan de traitement, et qui d'ailleurs, bizarrement, en rétrospective, si j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui, c'est le plan de traitement que j'aurais suivi dès le début, qui était différent, qui était à l'hôpital, dans le 91, je sais plus comment ça s'appelle. Et c'était un vieux docteur qui était spécialisé dans le cancer du sein, mais il devait avoir peut-être 60 ans, quelque chose comme ça. Et mon erreur, ça a été de penser qu'il était trop vieux. Et il y a des trucs aujourd'hui qui se passent pour les femmes. Non, ils peuvent reconstruire mon sein tout de suite. Et lui m'avait dit mastectomie sans reconstruction. On fait d'abord tous les traitements et dans 1 an et demi, 2 ans, on verra. Et en fait, pour moi, c'était pas possible. Psychologiquement, ça marchait pas en fait. De me dire que on va m'enlever un sein et que tu vas passer 2 ans. Je ne comprenais pas. Pour moi, la personne qui s'adressait à moi, c'était un homme de 60 ans, trop vieux pour comprendre en fait ce qui se passait. Et les autres personnes que j'avais vues, soit c'était des hommes plus jeunes, soit c'était des femmes. Donc je me suis dit, c'est sûr que ça en fait ce qu'elles disent. En fait, non. En rétrospective, j'aurais dû prendre son plan. Parce que j'ai eu la prothèse, et dès qu'on m'a mis la prothèse, j'ai compris que c'était pas du tout pour moi. J'ai compris que c'était un corps étranger, en fait, qui était en moi. On reconstruit pas tout de suite le sein contralatéral. Je faisais un bonnet D à l'époque. Sauf qu'un bonnet D qui est placé quand t'as une prothèse, il est comme ça. Un bonnet D qui a vécu pendant 30 ans, avec la gravité, il est comme ça. Du coup, tu te retrouves avec des seins comme ça.
c'est assez violent en fait. Et c'est pas agréable parce qu'en fait, à la différence d'une quelqu'un qui va d'une chirurgie esthétique, une chirurgie esthétique, on va garder la graisse. Ça va être confortable. Il y aura une petite cicatrice, il y a un mamelon. C'est voilà. ça, la peau elle est saine. Exactement. Tu peux donner toujours le sein si tu as des enfants. Là, une mastectomie, on enlève tout. On enlève la graisse, on enlève tout. C'est-à-dire que c'est comme si on prenait un ballon qu'on gonflait et qu'on mettait dans un sac plastique. Le plastique étant la peau et le ballon étant la prothèse. Et on s'allonge sur le ventre, on est comme ça. On tient plus droit. Et c'est très désagréable, ça tire, il y a plus de mamelon. Enfin, on vend un peu du rêve, moi je trouve, parce qu'on dit on va vous reconstruire tout de suite. Je sais que j'ai beaucoup de femmes qui m'ont dit aussi que le chirurgien dans le rendez-vous disait au mari du coup vous voulez quoi? En fait non. Parlez-moi à moi. Profitez de cet événement, monsieur. Exactement. Faites vos courses. Exactement, vous pouvez avoir des seins plus gros, vous pouvez choisir, ça va aller. Parlez pas trop fort madame, on parle entre hommes. Exactement. Et en fait, la réalité, elle est tout autre. Et j'ai très mal vécu cette prothèse. Et après 2 semaines, j'ai eu une infection quand on a retiré les drains. J'ai dû retourner me faire opérer pour enlever le pus et tout ça. Et j'ai demandé, est-ce qu'on peut m'enlever la prothèse, en fait, parce que je sentais vraiment pas. Et ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non, on n'enlève pas, on va pas refaire une opération, c'est trop risqué. Là, on y va juste pour curer et pour nettoyer. Mais voilà, vous allez vous habituer et tout. En fait, je me suis pas du tout habituée à cette prothèse. Quand on fait un curage axillaire, machin, on a ce qu'on appelle des cordes sous les selles. Donc c'est vraiment la peau est tellement tirée que on sent les canaux lymphatiques en fait. Du coup, faut les masser, mais ça me tirait énormément. Moi, je faisais pas mal de sport. Ça m'a complètement handicapée physiquement. T'es là, tu te mets à nu et vraiment une vraie différence physique. J'étais célibataire à l'époque, mais bon, je voyais des gars comme ça, voilà. Dans les rencontres. Dans les rencontres et tout. Alors, c'était pas compliqué pour la personne qui rencontre. Et c'est toutes les femmes pareilles à qui je parle. Ça, c'est hyper intéressant à dire. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se pose la question. Toi, tu dois beaucoup avoir la question des personnes célibataires qui ont envie de faire des rencontres. Qu'est-ce que l'autre va penser quand je me mets nue J'en ai parlé hier encore dans mes stories. Et les hommes n'en ont rien à foutre. Les femmes n'en ont rien à foutre. Les femmes que vous allez rencontrer ou les hommes que vous allez rencontrer, votre partenaire s'en fiche. La seule personne qui y pense, c'est vous. Mais vraiment, hein, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui soit dégoûté, fasse un pas en arrière, dise ah non, ça va pas être possible pour moi. Ça n'a pas du tout été le cas. Moi, ce qu'une patiente m'a déjà dit, c'est que au-delà de l'aspect physique, elle se disait qu'elle avait pas forcément envie, tu vois, selon le type de rencontre que tu fais, que tout de suite ça ça impose un sujet finalement assez lourd à l'autre, en mode, en fait, on est là pour la légèreté, j'ai juste envie qu'on rentre à la maison, qu'on se déshabille, qu'on se fasse plaisir, et j'ai peur de casser l'ambiance si tu me dis, ah, ok, t'as un truc, enfin, en fait, à quel moment en parler? Est-ce que t'as déjà eu ce genre d'interrogation de toi à toi, ou peut-être des personnes qui te suivent, de, finalement, dans quelle mesure j'en parle? Est-ce que ça freine aussi les rencontres au-delà de l'aspect physique, tu vois? Oui. Alors moi, en fait, je me disais si c'est une personne que j'aime bien, je vais en parler concrètement. Ou voilà, il va rien se passer ce soir et tout. J'ai eu tous les cas de figure et j'ai eu des cas de figure où clairement, en fait, je rencontrais quelqu'un et je me disais je vais rester dans cette légèreté parce que je sais t'es pas l'homme de ma vie en fait. Je sais qu'il va rien se passer. Bon, on va rentrer à la maison ce soir, donc j'ai pas du tout envie d'aborder le sujet parce que ça sert à rien, on va pas se rappeler, tu vois, du coup, concrètement, et quand ça m'est arrivé, parfois même la personne ne se rendait même pas compte que, il y avait eu un problème, en fait. Tellement, on est là pour faire le travail, et puis on s'en va. Et du coup, c'est assez, et la plupart, j'ai pas envie de dire toutes, parce qu'il y a quand même des femmes qui prennent vraiment beaucoup de temps. Mais la plupart des personnes à qui j'ai parlé, elles disent toutes que le cancer du sein, ça a été une libération sexuelle. Ok, tu sais m'expliquer? Moi, je pense que c'est parce que, en fait, on n'a plus rien à prouver. On n'a rien à prouver. Je suis là, je vais kiffer. Je suis là, je vais kiffer. Soit il me manque un sein, soit il me manque 2 seins. Ma poitrine, elle est asymétrique. Moi, j'ai toujours gardé mon soutien-gorge parce que je me sentais pas non plus, de tout ça. Mais
je pense qu'on est là, on se dit, on n'a rien à prouver. En fait, si ça te plaît pas, ben, tu t'en vas, en fait. Et j'ai trop déjà d'histoires, moi, perso, pour en plus gérer tes états d'âme. Et je pense vraiment c'est ce qui se passe. Et du coup, il y a vraiment une liberté sexuelle, même dans la façon dont on va se tenir, on va s'habiller, on va vouloir plaire. Et j'ai parlé à plusieurs femmes qui m'ont toutes dit que leur carrière sexuelle, on va dire ça comme ça, c'est le plus épanoui après ou pendant leur cancer. Est-ce que avant qu'on te parle de mastectomie, est-ce que justement tu t'es dit mince, je vais... Enfin, en fait, souvent, quand même, on associe la poitrine à la féminité. Tout à fait. Et du coup, est-ce que tu as eu peur de perdre une forme de féminité? Et tu t'es rendu compte que finalement, non? Je vais dire carrément oui, parce que si j'avais pas eu peur, j'aurais pris l'opération que l'autre professeur me proposait. La réalité, c'est que je l'ai prise. J'ai prise la reconstruction immédiate parce que ça me permettait de garder mes seins et que, en plus, quand tu t'annonces à tes proches ou à tes amis que t'as un cancer, tout le monde te regarde avec des yeux de chien battus en disant mince, putain, elle va perdre ses seins. Et en plus, bah, moi, déjà, j'aimais bien m'habiller, je sortais, j'étais très confiante et tout. Tu vois dans le regard des autres qui doivent se dire, putain, la loose, la meuf, elle s'habille bien, et là, tout d'un coup, elle va perdre ses seins et tout, c'est chaud. Et donc, toi, t'as un petit peu le plaisir de dire, bah, en fait, non, regarde, j'ai des seins tout de suite, tu vois, regarde, je me suis fait opérer hier, et en fait, j'ai des seins tout de suite. Et oui, concrètement, je pense qu'il y a très peu de personnes qui vont te dire, c'est pas associé à leur féminité complètement. Mais bizarrement, parce que j'ai eu cette prothèse, en fait, j'ai eu de la radiothérapie sur ma prothèse, ce qui n'est pas du tout... si on vous propose ça un jour, ne faites pas ça. Parce que ça tire un peu plus. ça tire, ça a ouvert ma peau et la prothèse est tombée. Pardon. Voilà. Donc ça tire beaucoup. Ça détruit en fait la radiothérapie. Je suis désolée. Non mais j'imagine, genre j'ai perdu et mon sac qui est tombé par terre. Mais c'était limite c'était ça en fait, j'étais arrivée à un point tellement ridicule dans mon parcours de soins où j'étais là, je dis mais vas-y, dites-moi en fait, qu'est-ce qu'il y a d'autre là qui peut se passer? Parce que j'ai eu que des complications quand j'ai eu à chaque parcours traitement que j'ai eu des complications. Donc là, je suis là, il y a littéralement ma peau qui est ouverte. Je peux attraper ma prothèse comme ça. Et j'ai dit là déjà, vous allez m'enlever ma prothèse. Bah oui, là si vous le faites pas, je le ferai. Voilà, c'est ça. Ils ont plus le choix et du coup, comme ma peau était trop abîmée, j'ai dû rester 1 an et demi à plat. Et là, c'était la libération totale. Libération physique, libération psychologique, tout ce que tu veux. J'étais trop bien, j'étais tellement bien que j'ai considéré ne pas me faire reconstruire. J'ai vraiment... il y a que 30% des femmes qui se font reconstruire après un cancer du sein. Les gens pensent que c'est plus, mais en fait, c'est vraiment peu parce que il y a la peur que ce soit pas pareil, la peur de retourner se faire opérer et qu'il y ait des complications parce que ça aussi, c'est réel. Et du coup, je suis là, je me dis, putain, c'est quand même pas mal. J'avais ma prothèse que je mettais parfois ou pas. Je pouvais faire du sport comme avant sans que ça tire. Je mettais un soutien normal pour mon autre sein, mais après, je mettais pas ma prothèse externe, exactement. J'étais plutôt bien. Je mettais des habits et tout. J'avais trouvé un couturier qui m'avait fait des robes, des soutiens-gorge et tout. T'as fait un réel avec une très très belle robe. Exactement. Comment s'habiller quand on a juste un sein. Quand on a qu'un sein, parce que c'est des choses qu'on se dit, on va plus pouvoir s'habiller, alors que pas du tout, il y a toujours des alternatives. Et il m'avait refait mes maillots de bain et tout, et du coup, je m'étais dit, en fait, vas-y, je vais pas me faire reconstruire, parce que vraiment, j'étais trop bien, mes cheveux avaient recommencé à repousser, je sortais et tout, il faisait beau. Et puis après, j'ai trouvé un chirurgien qui était exceptionnel, et du coup, je me suis dit, si c'est pas lui, en fait, je me ferai pas reconstruire. Et du coup, ça a été lui, donc c'est pour ça que je suis partie sur la reconstruction, parce que j'ai quand même pris une reconstruction qui est assez compliquée avec un lambeau de cuisse. On a pris un bout de ma cuisse pour reconstruire mon sein, et derrière, il y avait des lipofillings aussi, donc plusieurs liposuctions pour remettre la graisse dans mon sein, donc c'était quand même très longue opération, et en plus une opération qui veut dire une nouvelle cicatrice qui n'était pas indispensable. Sur un nouvel endroit du corps. Sur un nouvel endroit du corps, mais pas n'importe lequel, dans l'entrecuisse. Donc, encore une fois, tu rencontres quelqu'un, déjà tu lui expliques que t'as un sein qui est asymétrique, un faux sein, où t'as pas de sensation, et en plus t'écartes les jambes et tu lui dis, ah mais en fait, c'est une cicatrice. Là, c'était ma cuisse, mais en fait c'est mon sein. Donc c'est 2 cicatrices, mais c'est un peu le même. Exactement. Et du coup, en fait, il y a plein de trucs comme ça à considérer quand t'es célibataire. Encore une fois,
c'est un peu lourd, mais je pense que j'étais arrivée à un point où je me dis, bon, vas-y, tu sais quoi, le gars qui veut, il veut, et ça, la personne qui veut pas, en fait, bye bye, quoi. Mais là, je le dis légèrement parce que j'ai quand même beaucoup de recul, hein. Je ne disais pas ça comme ça à l'époque. Mais c'est des choses à considérer, c'est lourd, c'est des traitements lourds. La reconstruction, ça prend du temps. Et au-delà de la reconstruction physique, je pense dont on parle pas assez, c'est la réappropriation du corps psychologique. Ouais. Mais j'allais justement rebondir là-dessus. Tu dis là, j'en parle avec légèreté. J'ai 15 000 questions à te poser. Je me disais, quand est-ce que je prends la fourche du psychologique? Parce que j'entends qu'on en parle avec beaucoup de légèreté. Ouais. Comment tu le vivais, en fait, concrètement? J'imagine qu'il y a eu plusieurs étapes, peut-être, enfin, comment tu le vivais? Comment ça allait? Alors moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Okay. C'est-à-dire que si je vois un problème, je sais que ça va pas être facile, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Si on contourne, de toute façon, ça va arriver un jour. Donc, j'ai foncé tête baissée dans les traitements. J'ai foncé, quand j'ai arrêté le travail après mon diagnostic, juste le temps de me faire opérer. Mais directement après mon opération, après mon arrêt maladie, en fait, je suis retournée au travail. Donc, j'étais en off pendant 2 mois et demi. Okay. Un congé mat, si tu veux. Je retourne au travail, sauf que je retourne au travail, j'ai quand même les chimios, j'ai quand même la radio. Donc, je retourne au travail avec tout à temps plein et à tout? temps plein. Wow. Dans l'événementiel, à faire des horaires complètement décalés. Comme s'il n'y avait pas de fatigue avec les traitements. Exactement. Et c'était une chimio d'abord toutes les 3 semaines, ensuite une toutes les semaines. Okay. Radiothérapie, c'est tous les jours. J'ai fait ça, j'ai continué et après j'ai changé de travail, je suis déménagée à Amsterdam, j'ai bien vécu et tout, jusqu'au Covid. Et là, Covid, ça a été parce que tu pouvais plus être dans le travail? Parce que je travaillais dans l'événementiel, donc il n'y avait plus d'événements. Ouais. Tu peux pas t'échapper pour voyager. T'es confronté à toi et toi-même. Et là, ça a été vraiment la traversée du désert. Dépression. J'ai été diagnostiquée de dépression, anxiété, stress post-traumatique. Un autre truc, quoi, j'ai oublié. Bon, je crois que déjà ça, c'est pas mal. Ça faisait combien de temps, du coup Ça faisait, donc Covid c'est 2020 et j'ai eu mon cancer en 2016, fin 2016. Donc il y a eu 3 ans, c'était 3 ans et demi. Donc comme ça, avec dans le décalage horaire, le retour de boomerang. Exactement. Ouais. Donc c'est 3 ans et demi dans le déni. Les statistiques disent que c'est environ 21% des femmes ou des personnes qui sont diagnostiquées d'un cancer du sein souffrent de stress post-traumatique. Ouais. Moi je pense que c'est plus, parce que toutes les femmes à qui j'en ai parlé en souffrent toutes. Je pense que les études sont pas à jour, mais ça a été très violent. Quand t'es tout le temps dans l'action et du coup tu te crées des mécanismes de défense et tu te crées des exutoires en fait pour pas penser et que tout arrive d'un coup. Je dis toujours que j'étais très contente d'être en Hollande parce qu'en France j'avais pas du tout eu de soutien psychologique en fait thérapeutique. On n'a pas proposé. On n'a pas du tout proposé. Moi je l'avais demandé à un moment parce que quelqu'un m'avait dit dans mon entourage, mais tu devrais peut-être voir un psy. Hein. J'ai dit mais non ça va aller. Et en fait après j'y étais, mais sauf que je savais pas c'était quoi la différence entre psychologue, psychiatre, psychothérapeute. Ouais. Je savais pas et en plus de ça j'avais l'impression j'ai fait 2 personnes, je crois, en France. Comme on est assises ici, de parler, mais on me posait pas de questions, en fait. Oui, tu racontais ton histoire. Quoi. Ouais, voilà. Et du coup, moi, j'ai l'impression de me plaindre, de perdre mon temps, pourquoi je suis là. En gros, tu prends juste mon argent, et puis voilà. Et en Hollande, c'est fait très différemment. Et ils te font d'abord un questionnaire, t'as environ 500 questions. Okay. Tu parles à 3 personnes différentes. La personne, head of psychology, chef de la thérapie, des assistants, et du coup, tu racontes plusieurs fois ton histoire, tu réponds à des questions, t'as des questionnaires de personnalité, tu dis pourquoi t'es là, et du coup, ils posent un diagnostic avant que tu commences. Okay. Et moi, en tant que personne pragmatique, c'était hyper bien, parce que ça m'a permis de voir tout de suite que, déjà, ils savaient ce qu'ils faisaient, que c'était pas forcément des charlatans. Quand on est appréhensif, en général, c'est ce qu'on pense. Et de mettre des mots, en fait, sur ce que je ressentais et de pouvoir rechercher. Et eux, ça leur permet de proposer quelqu'un qui est adapté et qui est expérimenté dans ce que toi, tu as. Et du coup, ils m'ont proposé, j'ai fait 2 thérapeutes. La première qui était moins adaptée à moi, mais qui était très efficace pour gérer ce que j'avais. Okay. Mais en termes de personnalité, je pense que ça passait moins, mais
ça m'a quand même bien aidé de façon très pragmatique, encore une fois, à comprendre, à vraiment poser les bases et les mots. Et après, j'en ai eu une deuxième où là, c'était... Enfin, je pense que si c'était même pas pour elle, je pense que je serais pas sur Instagram, parce que j'ai fait des sessions juste pour dire j'ai envie d'aller sur Instagram pour partager mon histoire, mais j'avais des crises d'angoisse, rien que d'y penser et tout, et donc on avait travaillé sur ça. Et elle m'a vraiment débloqué, enfin tout débloqué, mais parce que j'étais vraiment rentrée dans un truc où vraiment je pense que si c'était pas pour la thérapie, je serais pas du tout ici aujourd'hui pour en parler, parce que c'était, enfin je pouvais pas, des fois les gens ils me demandent d'expliquer, mais comment la dépression, tu sentais comment? Je dis mais c'est-à-dire que tu pouvais même pas me demander ce qui allait se passer dans 10 minutes ou dans 1 heure, pour moi c'était noir. Tu te réveilles le matin, tout est noir, tu ne veux pas bouger, tu ne veux rien faire. Et en plus de ça, à ce moment-là, j'ai commencé, moi, l'hormonothérapie. Donc, l'hormonothérapie, quand on a eu des cancers hormonodépendants, c'est un médicament on prend pendant 5 à 10 ans pour soit arrêter les règles ou pour réduire en tout cas le taux d'œstrogène pour ne pas nourrir de nouvelles cellules cancéreuses. Moi, je l'avais refusé à la fin de mes traitements parce que j'avais lu trop de trucs dessus. Je m'étais dit, ça va foutre en l'air ma vie, je suis trop jeune, c'est pas possible. Sauf que en 2019, je suis tombée enceinte et c'était trop tôt par rapport à la fin des traitements. J'ai fait une fausse couche, mais du coup, quand je suis retournée pour mon suivi, ils m'ont dit là, il y a trop de fluctuations hormonales, c'est pas possible, il faut que vous preniez l'hormonothérapie. J'ai dit ok, même moi qui suis contre, je vais les écouter pour une fois. Et donc j'ai commencé à prendre l'hormonothérapie en septembre 2019. 2020, Covid. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent que l'hormonothérapie peut être cause de dépression, que le médicament, donc le Taxol, de tamoxifène, pardon, peut provoquer de la dépression. Et je pense que tout engendré, tout mis ensemble, ça m'a vraiment pas aidé. Et du coup, je prenais cette hormonothérapie qui, en plus de me sentir mal psychologiquement, physiquement, c'est beaucoup de fatigue, on peut prendre du poids, j'arrivais pas à sortir du lit le matin, j'avais mal, ça fait de l'ostéoporose, j'avais mal au corps, enfin, rien qui n'allait. Et du coup, psychologiquement, j'étais vraiment dans un trou noir où on se sent vraiment vide, creuse, sans espoir. Et c'est vraiment la thérapie qui m'a sorti de ce trou-là, vraiment. Enfin, les gens qui me connaissent d'avant peuvent tous dire que Cynthia, la thérapie, jamais de la vie, c'était charlatan, ça sert à rien, ça c'est un truc de blanc, parce qu'on, chez nous, en plus, moi j'ai dit à ma mère que j'avais commencé une thérapie, mais pourquoi tu vas raconter ta vie à quelqu'un d'autre? Il n'y a pas besoin, machin. Et en fait, si, moi maintenant je peux dire qui veut l'entendre de faire une thérapie de temps en temps, parce que vraiment sans ça je serais pas là et j'y crois dur comme fer. C'est vraiment cet accompagnement qui t'a sorti de là. Est-ce que ils ont dû mettre en place des traitements ou ça n'a pas été nécessaire? Non, moi j'ai pas eu besoin de traitement. On en a d'ailleurs jamais parlé avec ma thérapeute. Je pense pas que j'aurais été contre ou quoi que ce soit, parce que vraiment enfin moi je pense que j'avais vraiment envie de m'en sortir, et si elle m'avait dit que ça a été le seul moyen, je l'aurais fait. Mais j'en ai pas eu besoin. Je pense que c'était vraiment dû à l'accumulation de mettre trop de choses sur le côté pendant trop longtemps. Et au-delà du cancer, il y avait aussi la vie d'avant qui, ça vient pas de hier, hein, que j'arrive à continuer à faire des choses même quand ça va pas. Donc, je l'ai fait. Voilà. Oui. Les traumas passés sont aussi tous revenus. Ça fait du taf au bout de quelques années. Exactement. Donc, du coup, c'était plutôt réapprendre à faire face à tout ce que j'ai vécu au-delà du cancer, de la vie d'avant et tout ça. Et du coup, une fois que j'ai compris comment ça pouvait marcher pour moi, j'ai vraiment réussi à m'en sortir. Et c'est un travail de tous les jours. Là, je disais encore dans une récente vidéo que j'ai fait 2 crises d'angoisse quand j'étais à Bali, entre autres. Donc voilà, t'es dans un cadre quand même idéal, mais il y a toujours plein de pensées, plein de trucs incessants en tête. On veut toujours faire plein de choses pour plaire aux autres, et on finit pas. Mais aujourd'hui, j'arrive à gérer un petit peu mieux, beaucoup mieux même, c'est tout ce trop plein d'émotions, pour me dire bon attends, prends un peu de recul, chose que je faisais pas du tout avant, où j'avais zéro capacité d'introspection. Je pense que c'est vraiment ce que moi
Non, moi j'ai fait ça, je vois pas du tout de quoi tu veux me parler. Jamais, Du coup, tout va bien. Exactement. Donc ouais, ça m'a vraiment aidé. Autre signe qui est souvent assimilé à la féminité, c'est les cheveux. Ouais, les cheveux, tout à fait. Ça a été moins difficile que les Ouais. seins, parce que dès que j'ai su que j'ai eu moi je suis fan des cheveux courts, déjà. Sur les autres, pas pour moi, j'ai cru que ça m'allait moins, mais... J'osais pas tenter. Voilà, ça s'impose à moi. Exactement. Ça aurait pu s'imposer. Du coup, j'allais chez le coiffeur et tout, j'ai commencé à tester toutes ces coupes de plus en plus courtes, qui, voilà, je l'ai pas trop mal vécu. Après, j'ai du mal à passer parce que j'étais quand même très très court. Je suis allée très très court quand j'ai coupé. Puis je commençais à mettre des foulards et tout. J'en mettais déjà avant d'avoir les cheveux qui tombent. Puis un jour, j'ai mis un foulard, j'avais commencé à chimio et il me restait pas beaucoup de cheveux. Mais j'avais quand même mis un foulard et puis je l'ai enlevé et en l'enlevant, il y a une flopée de cheveux, mais vraiment un banc de cheveux qui est tombé. Et là, j'ai vraiment eu un choc. Je pense que c'est vraiment le seul vrai choc que j'ai eu face à ça. Et j'ai appelé mon meilleur ami et tout. J'ai dit non, faut que tu viennes, faut que tu me rases la tête et tout. Et puis il est arrivé en 10 minutes, me raser et tout. Et bon, ça a été bon bah voilà, on pleure. Voilà, tu dis bah là t'es vraiment dans le dur parce que tu vas commencer un truc. Enfin c'est de la chimiothérapie donc ça tue tes cellules quoi. Et voilà. Mais après par rapport à la féminité, aux cheveux, comme moi je mettais déjà des foulards. Je dis toujours que si j'avais pas dit que j'avais le cancer, les gens ils auraient pas su que j'avais le cancer. On pouvait pas voir, vraiment j'avais pas. T'as pu garder ton style. Ouais, exactement, exactement. J'avais pas vraiment j'étais pas pâle, j'étais pas faible, je continuais à travailler. Donc voilà, j'avais pas ce problème. Et par contre, une fois que mes cheveux ont commencé à repousser, je les ai gardés courts pendant 2 ans, je crois. Et après, par contre, il y a eu un peu un déni de repousse de cheveux, je crois, où ils ont commencé à pousser. Et en fait, les cheveux afro, c'est déjà plus compliqué à prendre soin et tout ça. Et avant, je faisais énormément de soins. J'avais peut-être la même longueur de cheveux que tu as là actuellement. En fait, je me suis dit, ça a repoussé, mais imagine demain, t'as un cancer encore, meuf. Tu vas refaire tous ces soins. Et puis après, on va te dire de... Et du coup, pendant 2 ans, je voulais j'ai laissé pousser mes cheveux, mais par contre, je m'en occupais plus du tout. Là, j'avais commencé à m'en occuper l'année dernière, justement, quand j'ai commencé à parler avec des nanas sur les réseaux qui m'ont dit la même chose. Elles veulent plus s'occuper de leurs cheveux, en fait. Autant c'est associé à la féminité avant qu'on tombe malade, autant quand on tombe malade, je pense qu'on se rend compte que c'est un peu aussi superficiel, tu vois. Ouais. Et du coup, on se dit, mais pourquoi j'ai passé autant de temps et je dépensais autant de produits dans un truc qui, en fait, on s'en fout, tu vois. Et l'année dernière, j'ai dit, bon, j'ai quand même envie de recommencer à prendre soin de mes cheveux et tout, donc je vais le faire. Mais c'est vrai que même, je crois que c'était la semaine dernière, j'ai eu ce truc j'étais en train de faire mes soins et tout. Je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit, mais si non, t'as le cancer là qui revient là, c'est chiant. C'est intéressant parce que tu vois, finalement, là, quand on parle de cheveux, je me dis, il y a des similitudes entre les cheveux et les règles. En fait, je me dis que, tu sais, il y a cette phrase un peu, une femme qui change de vie, c'est une femme qui change de coupe de cheveux, c'est une femme qui change de vie. Oui. Et bah, je pense vraiment qu'il y a plein d'histoires de vie à raconter avec des coupes de cheveux. Exactement. Si quelqu'un veut lancer un podcast là-dessus. Non, mais c'est hyper intéressant parce que, en fait, c'est juste quelle est la part de j'ai vraiment envie, j'aime bien. Bah là, c'est une nécessité, c'est de par les traitements. Et quelle est la part de, en fait, juste la société ou ce que je sais que ça va rendre, etc. Et en plus, ayant toutes les deux les cheveux afro, je pense qu'on sait aussi, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur les cheveux. Ouais, je suis d'accord. Les cheveux, c'est... ça fait partie de la vie de femme. Et encore une fois, nous, dans la culture afro, c'est des changements de coiffure tout le temps, c'est des possibilités, c'est des choix, en fait. Et là, il n'y a plus le choix, quoi. On a tout enlevé. Tu ne travailles plus dans l'événementiel? Je ne travaille plus dans l'événementiel. T'as arrêté quand? J'ai arrêté dès le début du Covid, en fait. J'ai arrêté et par la force des choses. Et après, je me suis dit, en fait, pendant le Covid, je savais que je voulais faire de la naturopathie depuis que je suis très jeune. J'ai toujours été attirée par les plantes, par le bien-être. J'ai toujours essayé de faire mes propres concoctions. Ma mère, je pense qu'elle avait bien vu parce qu'elle m'achetait toujours plein de livres autour de ça. Et du coup, je me suis
toujours dit qu'un jour j'allais être naturopathe, mais c'est quand j'aurai 60 ans parce que j'ai plus rien à faire de ma vie. Voilà. Je vais être naturopathe, Cynthia, oui, rentrez chez moi, je vous sers un petit thé. Voilà. J'ai 60 ans, j'ai plus besoin de travailler. C'était Je le fais pour le exactement, plaisir. c'était exactement ma vision du truc. Je m'étais dit, mais ça, c'est un truc de gens, de toute façon, enfin, t'as plus rien à faire. Donc voilà, tu trouves plus de travail puisqu'on peut plus t'embaucher. Donc tu commences à faire un truc sophrologue, un peu farfelu. Puis en fait, je me suis dit, non, j'ai vraiment envie de faire ça, mais ce qui m'intéresse, c'est autant la partie naturopathie m'intéresse, autant la science m'intéresse. Les deux, pour moi, c'était vraiment les deux, et j'ai vraiment cherché dans mon cursus de l'école que j'ai fait, c'était avoir une partie anatomie, physiologie, comme en médecine, aussi importante que la partie naturopathie. Et c'est comme ça que j'ai choisi mon école, et du coup, j'ai trouvé une école au Canada, les Canadiens, de toute façon, ils sont premiers sur la naturopathie, et du coup, qui était hyper bien, et je me suis reconvertie pendant le Covid. Normalement, c'était un cursus en 2 ans, mais avec le Covid, il y a rien à faire. J'ai pris énormément, enfin, je passais, je pense, j'étais à 50, 60 heures dans les livres. J'ai fait 50 cursus en même temps. J'ai commencé, j'étais là, je faisais des stages par distance et tout ça. Et au bout d'1 an, j'ai fini mon cursus, j'ai commencé à faire des suivis et tout ça. Et en fait, c'est ce que je te disais un peu en off tout à l'heure, ça prend énormément de temps. Et quand t'es vraiment passionné, tu tombes dans des trous noirs. C'est vraiment un rabbit hole de ça pourrait être ci, ça pourrait être ça. Et la naturopathie, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment revenir à la genèse de tout, pas seulement le symptôme, mais vraiment la personne dans sa globalité. Et du coup, c'est des entretiens d'1 heure, 2 heures. Beaucoup de questions, et c'est énormément de temps. Ça fait énormément de temps, et je me suis confrontée à la réalité aussi du patient qui veut changer de vie, mais qui au final ne fait pas. On ne sait. Bien sûr. Exactement. Pourquoi les posts sur les méthodes miracles fonctionnent? Exactement. C'est qu'entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Exactement. Exactement. Et ça m'a vraiment, ça a été difficile pour moi C'est vrai que quand on accompagne, je pense qu'il plus est dans certains métiers comme la naturopathie, pour moi, je dis, mais je comprends pas, tu viens me voir parce que tu veux changer de vie, tu veux perdre du poids et tout, mais tu ne fais pas tout. C'est-à-dire qu'en plus, je faisais des plans qui étaient tellement détaillés que pour ne pas le faire, fallait vraiment vouloir ne pas le faire, quoi. C'était vraiment le matin, tu te réveilles, tu fais ci, ça, ça. Et je dis toujours, s'il n'y a pas ce déclic, malheureusement, ça viendra pas tout seul. Mais en fait, moi, ça me crée une grosse frustration, et d'où l'envie d'aller sur les réseaux sociaux pour pouvoir partager mon expérience avec la maladie et partager ce que j'avais envie autour du bien-être et de la naturo, parce que je me suis dit, en tout cas, les gens qui auront vraiment envie, ils feront. Et ceux qui ont besoin de plus de temps, ils auront, et peut-être qu'ils feront plus tard. Mais ça me permet de toucher beaucoup plus de monde que si je me cassais la tête avec... Et d'apaiser ta frustration. Exactement. C'était aussi pour moi, parce que avec le cancer, la maladie, on commence à se dire qu'est-ce qu'on a envie vraiment de faire pour soi, pour se faire du bien un peu tous les jours, et ne pas vivre que pour les autres. Et c'est une des choses que j'applique dans ma vie, où j'ai décidé d'arrêter les consultations individuelles parce que j'avais envie de faire du collectif. Et oui, je fais plus d'individuel, mais moi, ça me permet aussi de toucher plus de monde, de me faire plaisir parce que j'ai envie de toucher plus de monde, et être honnête avec moi-même, et en me disant, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, quoi. Et il n'y a pas de honte à ça ou quoi que ce soit. Des fois, parce que beaucoup de personnes m'envoient des messages en me demandant des consultations individuelles. Ça m'attriste parfois, et je lis ce qu'ils ont, et je me dis oui, je pourrais, mais en fait non, c'est... Oui, mais la part de ça me fait vraiment plaisir, et finalement je nourris ma mission de cette manière-là, je pense que tu fais ta part. C'est dur quand on est passionné, effectivement, de se dire ok, je peux pas répondre à tout le monde, mais en fait nous ne sommes toujours pas des dieux. Exactement. Et c'est pas plus mal. Exactement. Du coup, est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, tout à l'heure tu as parlé donc des perturbateurs endocriniens, le cancer, tu vois, si là, là, je vais poser une question plus à l'experte, même si on n'est pas spécialement dans un podcast de conseils, mais bon, forcément. Là, pour les personnes qui nous écoutent, si tu pouvais donner des petits gestes simples qu'on pourrait tous faire pour diminuer l'exposition aux perturbateurs endocriniens,
tu te dirais quoi, les petits trucs, franchement, ça vous demande pas grand-chose, vraiment, faites-le, ce serait trop con. Ouais, alors pour moi, le premier truc, c'est le plastique. C'est Ouais. vraiment se débarrasser de tout ce qu'on a en plastique et d'utiliser des contenants en verre. OK. De ne jamais chauffer de plastique quand on va se nourrir, manger en tout cas dans Ouais. une assiette. Là, il y a encore 2-3 semaines, j'allais chez une cousine qui était enceinte et qui réchauffait pour ses enfants dans une assiette en plastique au micro-ondes. Donc, je dirais pas, ne vous débarrassez pas du micro-ondes tout de suite, mais en tout cas, tout ce qui est en plastique, pour moi, c'est vraiment le perturbateur endocrinien numéro 1 Et qui est prouvé partout. et qui est vraiment partout. La deuxième chose serait de filtrer l'eau. Donc, on n'achète pas les bouteilles en plastique. On n'achète pas les bouteilles en plastique et idéalement de filtrer l'eau du robinet. En fait, vous n'avez pas besoin d'acheter des bouteilles en plastique tout le temps. D'eau, je sais qu'il y a certains docteurs qui disent oui, l'eau du robinet c'est l'eau la plus safe, elle est contrôlée et tout. Ok, elle est contrôlée. Il n'empêche qu'il y a des micropolluants dedans, qu'il y a beaucoup de médicaments qui ne sont pas filtrés et qu'on boit tout le temps. S'il y a une chose que vous voulez faire, c'est vraiment changer l'eau du robinet, acheter un Berkey, acheter un osmoseur, un filtre à osmose inversée reminéralisant et ayez une alimentation équilibrée. Parce que mine de rien, le stress, c'est un des plus gros perturbateurs endocriniens. Cette phrase, c'est pas rien quand même. C'est pas rien. De la dire comme ça. C'est vrai que souvent je parle du stress en disant que c'est. En fait, moi je tendance à dire que c'est un poison, mais je trouve que ça parle moins parce qu'on côtoie pas les poisons, qu'on est plus dans une ère où on empoisonne les gens. Mais je trouve que de dire que le stress c'est l'un des plus gros perturbateurs endocriniens, je trouve que c'est très parlant. Ouais, moi je le dis, les gens s'en rendent pas compte parce qu'on aime bien toujours mettre tout sur le dos des industriels, tout sur le dos. Sachez que vous êtes aussi une cause de votre premier perturbateur endocrinien, c'est le stress. Et une des choses pour réduire le stress, c'est de vivre une vie en adéquation, même si c'est difficile pour tout le monde. Mais à travers l'alimentation, on peut réduire son stress. Comment? En mangeant plus de fibres. C'est tout bête, hein. Mais ça, tout le monde, c'est-à-dire que tout de suite, on rentre chez soi, on se dit, une fois par jour, je vais manger des légumineuses. Je vais manger des lentilles, je vais manger plus de fruits, je vais manger plus de fibres. Je vais avoir une alimentation qui va me permettre de réduire le stress. Et c'est tout bête, mais ça marche. Et du coup, moi, c'est vraiment les 3 premières choses, c'est l'eau, le stress et le plastique. C'est vraiment indispensable. Et si c'est pas pour vous, c'est au moins pour les enfants, parce que les enfants, c'est les générations futures. Hein. On a envie de leur donner des bons gestes de vie pour eux qui vivent longtemps. Et aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens, malheureusement, les premiers sont les enfants, les premiers impactés. Complètement. Le temps file, Cynthia. Oui. J'aurais encore 15 000 questions à te poser, mais je ne le peux pas. Là maintenant, comment tu vas? Ça va. C'est une très bonne question. Simple question, mais très bonne question. Ça va. Je t'avoue, je suis un peu fatiguée. Tu vois, je parle de stress. Je pense pas que je suis stressée, mais je suis un peu fatiguée. Parce que tu dors pas assez? Non, je travaille trop, je pense. Je me mets des objectifs. Est-ce que c'est pas dans ton tempérament? Si, mais aujourd'hui, je me cache derrière l'excuse que je travaille dans ce que j'ai vraiment envie de faire, donc, mais c'est pas une excuse au final. Mais en fait, je me mets des objectifs où j'ai l'impression de me dire oui, c'est très correct, c'est très raisonnable, mais à chaque fois, en fait, mon objectif a toujours la même connexion, c'est une fois par semaine. Une newsletter par semaine, une vidéo YouTube par semaine, une machin par semaine. Au bout d'un moment, rajouter 10 choses une fois par semaine, ça commence à faire beaucoup. Et du coup, c'est plus ça en ce moment. Mais sinon, vraiment, je me plains pas. Chaque fois que je vais chez le docteur, je suis en rémission. Donc voilà, c'est top. Ma mère est en bonne santé. Voilà, mes soeurs, ma nièce, mes neveux, tout le monde va bien. J'ai un réseau d'amis hyper bien. Donc ça va. Au niveau du cancer du sein, ça fait plus de 5 ans qu'il a été déclaré? Ça fait plus de 5 ans, tout à fait. J'ai eu mes 5 ans all clear. J'avais même fait un réel dessus l'année dernière. J'ai plus besoin d'aller à Curie pour mon suivi. Maintenant, je suis suivie en gynécologie de ville avec une gynéco qui est top. Donc, ça va. Là, actuellement, tu n'as plus du tout de traitement par rapport à ça. Plus du tout. Tu as ton suivi avec ta gynéco de ville. Exactement. Et tu es remise. En tout cas,
médicalement parlant, corporellement parlant. Exactement. Après, c'est quand même ça, tu traîneras ça toute ta vie. Bah, c'est pour ça que je dis remise. Dans le corporellement parlant, c'était vraiment pour dire, bon, finalement, d'un point de vue médical, comme on dit, mais... Exactement. Mais il y aura toujours des séquelles. Et puis, rien que physiquement, quand je me mets à nu, voilà, j'ai un bout de cuisse qui est sur mon sein, j'ai pas de téton. On me pose souvent, mais est-ce que tu pourras avoir des enfants ou est-ce que tu pourras allaiter? Oui, je pourrais avoir des enfants. Je pourrais allaiter que d'un sein, donc mon sein gauche. Donc ça, parfois, j'y pense. Je me dis, si j'ai des enfants, je vais avoir un gros sein d'un côté. Et comment ça va se passer? Parce que ça, c'est des choses qui font peur aussi un petit peu. J'ai congelé des ovocytes que je peux utiliser. Est-ce que je vais les utiliser? J'ai parfois des douleurs quand même à droite. Et puis dès que j'ai mal à la tête, est-ce que c'est métastase? Est-ce que je vais avoir un cancer du sein? Voilà, j'ai pas envie de dire que c'est une épée de Damoclès. J'aime pas l'appeler comme ça parce que c'est pas tous les jours. Mais des fois, c'est des petits pics là, un petit peu par-ci par-là, ou des choses que tu avais complètement oubliées qui reviennent comme ça un petit peu te rappeler un petit peu à l'ordre. Donc voilà. Mais après, encore une fois, je me considérais extrêmement chanceuse. J'ai perdu une amie il y a 2 mois à peine d'un cancer fulgurant, diagnostiqué en mars et décédé en novembre. Cancer du sein. Cancer du sein, vraiment fulgurant. Il y a beaucoup de... Ce qu'on dit, oui, ça soigne bien, oui, mais il y a quand même beaucoup de femmes qui décèdent tous les ans, et c'est des impacts sur des familles et des enfants, et vraiment, moi, je me considère très, très chanceuse. C'est pour ça que je tiens à faire ce travail sur les réseaux sociaux, et que je fais tous les mois ce rappel autopalpation, et je suis contente que ça prenne, parce que du coup, il y a des femmes qui soit ne savaient pas du tout s'autopalper, soit n'osaient pas aller chez une sage-femme ou un gynéco, un docteur pour demander de leur montrer. Et du coup, voilà, c'est mon travail de vie maintenant. C'est beau et je te remercie pour tout ce que tu fais. Tu donnes plein d'infos. Est-ce que tu as une dernière chose que tu as envie d'ajouter? La réponse peut être non. C'est un peu la question. Ok, sur quoi j'ai envie de terminer? Non, vraiment, est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas abordé ou autre que tu as envie d'ajouter? Au-delà, moi, de parler du cancer, c'est vrai que je parle du cancer, mais je veux aussi surtout parler du bien-être. En fait, c'est mon message maintenant que je porte, parce que même sur les réseaux, j'espère que toutes les personnes qui me suivent n'ont pas le cancer. Du coup, tu partages beaucoup plus de bien-être, de naturo, de conseils. Exactement. Moi, ma mission, c'est vraiment d'essayer à ce que tout le monde garde la santé et de simplifier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'essaie de vivre la vie la plus simple possible, et c'est le message que j'ai envie que les gens retirent aujourd'hui. C'est si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Ne vous laissez pas consommer par justement tous ces messages extérieurs de surconsommation qui, pour moi, aujourd'hui, font vraiment un travail de parasitage dans notre style de vie, la façon dont on consomme, et d'essayer vraiment au quotidien, en fait, d'avoir 3 choses qui nous font plaisir, quoi. À la fin de la journée, je dis toujours à mon copain, alors qu'est-ce qui t'a fait sourire aujourd'hui? Comment tu t'es fait plaisir? Parce qu'on oublie, en fait, on oublie extrêmement vite. Même moi, avec mon cancer, des fois, je me prends la tête sur des trucs. Je me dis, mais attends, t'étais prête à l'article de la mort il y a pas longtemps, donc pourquoi? Et la vie va très très vite. Et si vous pouvez vous faire du bien 1 fois par semaine ou 1 fois par mois, franchement, faites-le sans culpabiliser, parce que ça va trop vite, quoi. C'est quoi ton bon moment d'aujourd'hui? Mon bon moment d'aujourd'hui, c'est qu'on m'a enlevé mon pied de barouk, ma chaussure de barouk. Je me suis cassé l'orteil il y a 1 mois et demi à Bali, d'ailleurs, en tombant de mon scooter, en allant au yoga. Et aujourd'hui, j'ai eu le plaisir, c'est la première fois que je remets une chaussure sur mon pied droit depuis le mois de décembre. Voilà. Donc c'est mon petit moment aujourd'hui de plaisir. C'est pas un petit moment, j'allais dire, c'est un sacré... C'est un très bon moment. Non, et aujourd'hui aussi, dans ma playlist Spotify, j'ai une de mes chansons préférées qui est passée de Jennifer Holliday, qui est une des reprises dans Dreamgirls. Voilà, et du coup, je l'ai écouté 20 fois, je pense, aujourd'hui, en chantant dans la voiture, et j'étais trop contente. Ça tient à ça, les bons moments. Trop bien, merci beaucoup, Cynthia, pour tout ce que tu nous as partagé. J'espère que vous avez apprécié écouter. Je vois les témoignages toujours comme des cadeaux, donc merci beaucoup pour ce cadeau, Cynthia. Est-ce que tu peux redire les noms de tes comptes
et réseaux sur lesquels on peut Tout te à fait. retrouver? Tout à fait. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et YouTube, sur By Cynthia K. KA, c'est KA, et sur TikTok, juste Cynthia KA, sur TikTok. Très bien, je mettrai Voilà. tous les liens en description. Merci à Merci toi. à toi. Merci à tout le monde pour votre écoute ou pour votre visionnage. On vous invite à partager cet épisode à toutes les personnes à qui ça ferait plaisir, à nous laisser un commentaire, à remercier Cynthia directement et à vous abonner. Et puis, on vous dit à bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Cynthia. C'était top.